Et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la situation qui est de plus en plus tendue entre SDE. Le coordonnateur annonce une plainte visant le décret réquisitionnant les agents. Il parle d'internationalisation du combat. Les 14 naufragés au large des côtes mauritaniennes attendus à Dakar d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, à Kaolack, le nombre de victimes s'allonge. On parle désormais de 6 morts. À Guédiawaye, les filles dans la rue pour dénoncer les violences dont elles sont souvent victimes. Elles ont remis un mémorandum au préfet qui invite les victimes de viol à la dénonciation. Et puis à Diamniadio, la tension monte entre le collectif pour la défense des intérêts de la localité et le maire. Ses membres qui ont porté plainte contre l'édile réclament la mise en place d'une délégation spéciale. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La relation donc de plus en plus tendue entre l'État du Sénégal et les travailleurs de la Société nationale des eaux, et cela suite au décret du chef de l'État qui a décidé de réquisitionner les agents de la SDE qui réclament 15% du capital de la nouvelle société. On voit tout cela dans cet élément signé Maguette Soiré-Gallo. La gestion du service public de la production et de la distribution d'eau potable au Sénégal continue d'alimenter les débats. La Sénégalaise des eaux reste ferme dans sa position. Elle réclame 15% du capital de la nouvelle société dirigée par Suez face au refus de l'État de céder malgré la pression exercée par les syndicalistes de la SDE. Plusieurs quartiers de la capitale n'ont plus accès à l'eau. Le communiqué de presse du gouvernement publié ce vendredi 6 décembre 2019 dénonce le caractère illégal et illégitime de la grève, argumentant que les travailleurs ne pouvaient déclencher une grève pour exiger une participation au capital d'une société privée. Face à un dialogue qui n'a pas connu d'issue, le président Macky Sall a procédé à la réquisition de tous les travailleurs de la SDE qui occupent des postes indispensables à la sécurité de la population et des biens au maintien de l'ordre public et à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Selon toujours le même communiqué, le chef de l'État a pris le décret numéro 2019-2067 et ce allant de la date du 6 au 31 décembre 2019. Pour finir, le gouvernement interpelle encore une fois les représentants syndicaux de la SDE au sens des responsabilités afin de mettre fin à cette grève et rappelle que tout manquement à cette réquisition sera puni conformément à la loi. De l'intersyndicale des travailleurs de la SDE annonce une plainte visant le décret réquisitionnant les agents. Eliman Diouf ne s'arrête pas là, il parle d'internationalisation du combat en saisissant l'OUT et le BIT. Pour lui, le président Sall devait privilégier le dialogue. Je propose de l'écouter, ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dia. On a le cœur meurtri parce que notre pays est dans un niveau de dialogue tellement avancé qu'on n'aurait jamais imaginé que le président de la République devrait pouvoir prendre un décret réquisitionnant tout le personnel d'une entreprise en grève dans la mesure où le dialogue était enclenché. C'est un recul grave que nous dénonçons. C'est un recul grave qui viole les libertés syndicales, qui viole le droit de grève qui est reconnu dans notre constitution, qui est reconnu dans le code du travail, et dont cette mesure, dans sa mise en œuvre, posera énormément de problèmes, mais surtout, expose notre pays à être attaqué au plan national comme au plan international. Parce que nous sommes en train d'étudier les mesures à prendre par rapport à cette réquisition et nous prendrons une mesure globale au niveau de l'intersyndicale. Les mesures qui s'imposent seront déjà de contester cette décision auprès des tribunaux du Sénégal, mais de le dénoncer aussi au plan international, à l'OIT comme au BIT, parce qu'on ne peut pas être dans un État comme le Sénégal qui se gargarise d'être un pays démocratique, de liberté, etc., et qu'on veuille, pour des questions que personne ne maîtrise, mettre le président à l'avant pour qu'il prenne des mesures comme ça. Nous pensons que le président lui-même, en tant que président de la République, il aurait pu convier l'ensemble des syndicats en grève et leur dire voilà la situation de notre pays, voilà ce que vous demandez, voilà ce que je peux.
Toujours sur le front social, le Sud-Ten hausse le ton et prend la défense des travailleurs de la Sénélec sur l'augmentation du prix de l'électricité. Son secrétaire général, El Hadji Ibrahima Mangane, précise que ce ne sont pas les agents de la boîte qui augmentent le coût. La boîte, donc le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie, tenait son premier congrès ordinaire. C'était ce matin. El Hadji Ibrahima Mangane en parle au micro d'Alassane Ba et Mohamed Dia. Je pense qu'il mérite, s'il y a une situation comme ça, de ne pas jeter le discrédit sur les travailleurs de Sénélec. On ne peut pas, moi personnellement en tant que syndicaliste, être à la place de l'État. La Sénélec n'augmente pas le coût de l'électricité, ne diminue pas le coût de l'électricité. En 2017, on avait diminué le coût de l'électricité de 10%. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec les responsables de la Sénélec, ni avec l'État. Parce qu'en ce moment, on avait pratiquement plus de 30 milliards de gap. Et la Sénélec doit amener l'électricité sur le territoire national. Il y a combien de personnes qui ont eu du courant au Sénégal? En 2017, j'ai dit qu'on avait réduit le coût de l'électricité. Mais si la découverte du gaz et du pétrole viennent, mais certainement le coût de l'électricité ne coûtera absolument rien, à mon avis. Mais ça, c'est la politique, c'est l'État, c'est les politiciens qui doivent prendre en charge cette question. Nous, dans cette question, on ne peut pas accepter qu'on tire sur les travailleurs. Pendant ce temps, l'intersyndicale des travailleurs de Dakar, DEMDIC, dénonce la mauvaise gestion du directeur général de la société. Le mis en cause balaie d'un revers de la main ces accusations. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Fatimata Touré et Modou Diop. À la société Dakar DEMDIC, l'intersyndicale des travailleurs et la direction sont à couteau tiré. La pomme de discorde au projet de ligne interurbain à Podor dénommé Yangarta. Les syndicalistes crient au scandale et accusent le directeur général de vouloir politiser leur structure. Depuis la création de Dakar DEMDIC, à chaque fois les projets, je rappelle que les projets sont portés par le directeur général et par la direction générale. Mais on remarque aujourd'hui que ce projet Yangarta, qui consiste à prendre des bus de Dakar DEMDIC, à les insérer dans une région de Podor du Nord pour faire là-bas un réseau urbain, je ne sais pas à partir de quoi, parce que si je dis que je ne sais pas à partir de quoi, c'est parce que nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin à la gestion de ce projet. Des propos démentis par le mis en cause. Il y a pourtant une ligne qui a été ouverte, interurbaine, entre deux villes, à savoir Thiès-Dakar, qu'on appelle le FESDEM. C'est le même système que le Yangarta. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Donc moi, je veux être maire de Thiès, qui marche excellemment bien. Tout le monde en parle. Outre ce projet, l'intersyndicale dénonce une gestion nébuleuse de la société au 3D. Faux, déclare la direction, qui parle de chantage. Ils sont très fermes et énergétiques. Qu'un droit accusateur est porté contre Moussa Diop. C'est sa gestion. Là où il avait pris l'engagement de payer intégralement la dette de l'IPM. Après avoir reçu l'argent, il n'a payé qu'une partie des dettes de l'IPM. Aujourd'hui, l'IPM est grosse de problèmes. Le plus souvent, on nous met dehors lorsqu'on va vers des consultations. Tous les organes de contrôle sont passés dans cette direction et ils n'ont décelé aucune gestion nébuleuse, y compris le dernier rapport de l'AMP. Ces travailleurs sont en train de faire du chantage. Ils ne peuvent pas ternir mon image. Le projet sera lancé le 8 décembre prochain, mais avant cela, l'intersyndicale qui regroupe le UDT, le SDT et le SUT compte s'y opposer pour l'intérêt, dit-il, du trafic urbain. Autre aspect de l'actualité, le nombre de victimes naufragées au large des côtes mauritaniennes originaires de Kaolack s'allonge. Au total, 6 morts, 5 recensés au quartier Bétoir et 1 à Tabangoy. Les familles des victimes, chacune de son côté en ce moment, procèdent aux cérémonies funèbres. Des informations signées notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Et puis les 14 rescapés du naufrage, les 14 rescapés sénégalais
Sénégalais attendus à Dakar dans les prochaines heures. Ils ont quitté ce matin la Mauritanie. Et puis retenez que les autorités mauritaniennes ont intercepté également ce vendredi une pirogue transportant 189 migrants clandestins venus de la Gambie pour rejoindre l'Espagne. Une information du correspondant de la RFM à Nouakchott, à Mohamed Diop. Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, annonce à Saint-Louis le démarrage des travaux de la brèche. Alioune Ndoye rencontrait les acteurs du secteur dans la région. Le ministre de la Pêche rappelle également que ces travaux nécessitent des moyens colossaux et qu'il faut des études sérieuses. Le voici au micro de Seynou Diop et Habib Seck. C'est un point critique, la brèche, parce que aujourd'hui, il va falloir beaucoup de surveillance et de discipline pour la traversée de cette brèche-là. Il y a un programme qui va être lancé là. Bon, je ne vais pas vous donner le montant, parce que souvent on avance les montants, mais ce n'est même pas, je dirais, la solution définitive. C'est une solution à court et moyen terme. L'État a une ambition beaucoup plus grande pour cette brèche-là et qui réclamera des investissements énormes pour en tout cas rétablir toute cette zone-là du point de vue environnemental, écologique et également d'un passage sécurisé pour les acteurs de la pêche. Donc sous peu, nous reviendrons pour parler de cette brèche, mais de façon concrète. Annoncé dans les titres de cette édition, violence sexuelle, les filles à Guédiawaye ont marché ce matin sur une distance de 4 km pour dire non au fléau. Un mémorandum a été remis au préfet. Ce dernier invite les parents à la sensibilisation et les victimes de viol à la dénonciation. Au Sénégal, en 2019, c'est plus de 1000 victimes de viol, dont 14 morts. Reportage signé sur place Salif Sow et Asmalik Diop. À leur manière, les filles se dressent contre le viol. Elles ont marché dans les grandes artères de Guédiawaye, une distance de 4 km. Le message transmis tout au long de la procession a été répété à la préfecture devant le représentant de l'État. Nous refusons d'être complices. Nous les jeunes, nous ne voulons plus de victimes de violence. Que les autorités judiciaires engagent de fortes sanctions contre tout auteur de viol ou de violence sexuelle, physique, psychologique ou économique perpétuée sur une fille, un enfant, un garçon, une femme sans commune mesure. Le mémorandum reçu, le préfet de Guédiawaye rassure. Récemment, le président de la République a porté lui-même ce combat, notamment en demandant la modification du code pénal pour durcir les sanctions, mais également davantage durcir la répression contre ces cas. Un discours aussi axé sur la sensibilisation et la dénonciation. Au-delà de la répression et de la sanction, il y a un point essentiel, c'est la sensibilisation et la dénonciation. Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas de viol ou de pédophilie qui sont sous silence à cause de liens de parenté et qui souvent ont des conséquences dramatiques. 2019, une autre année noire pour les filles. Plus de 1300 victimes de viol, dont 14 tuées par leurs violeurs, ont été enregistrées au cours de l'année. Salif Sow, le collectif pour la défense des intérêts de Diamniadio porte plainte contre le maire pour des lotissements irréguliers. Ses membres réclament une délégation spéciale. Ils sont au micro de Seynou Diop et Ahmadou Bamba Samb. La commune de Diamniadio a réalisé plusieurs lotissements irréguliers dans presque tous les quartiers où la population ne dispose que d'ordre de recette ou de papier de frais de bornage comme acte de propriété. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une plainte citoyenne contre la mairie à l'OFNAC pour lotissement irrégulier et violation flagrante de l'article 80 du Code de l'urbanisme qui stipule que tout acte émanant de lotissement irrégulier est nul et d'une nullité absolue dont la vente est non opposable au tiers. Une spéculation foncière qui sévit depuis l'avènement de cette équipe municipale qui a passé tout son temps qu'à exploiter et éprouver sa population. Nous interpellons l'opinion nationale et internationale et nous demandons une délégation spéciale
afin de faire jaillir la lumière sur cette affaire. Puis cet exercice de simulation d'attaque terroriste au port de Ziguinchor et à la gare maritime, une façon pour nos forces de défense et de sécurité de tester leur capacité de réaction face à ce genre d'attaque. Boubacar Diassi et Lamine Mondian y ont assisté. C'est un exercice s'inscrivant dans les épreuves du cadre régional de coordination des opérations de lutte antiterroriste, le CRCO, dirigé par le gouverneur de Ziguinchor. Selon le scénario, à 15 h, un commando de terroristes fait irruption au port de Ziguinchor. Il ouvre le feu et descend un gendarme en position de sentinelle. Le commando se retranche rapidement dans le hall d'embarquement de la gare maritime de Ziguinchor, prenant en otage une dizaine de personnes, dont une femme. Leur exigence, que l'un de leurs camarades incarcérés à la prison de Rebeuss à Dakar soit immédiatement libéré, à défaut de quoi ils exécutent tous les otages. Le CRCO de Ziguinchor est immédiatement mis en branle. Tous les commerces situés dans les environs du port sont évacués, le marché Escale est fermé. L'ensemble des rues adjacentes sont également fermées sur un rayon de 500 à 800 mètres. Les négociations s'engagent. Le commando libère cette dame qui est récupérée et prise en charge par les forces de sécurité. Dans le même temps, ce poste de commandement érigé dans ce véhicule blindé coordonne le moindre mouvement des forces de sécurité. Il rend compte régulièrement au CRCO. Avant le dénouement vers les coups de 16 h 20, suite à un assaut des forces de défense et de sécurité, des otages blessés sont exfiltrés par les sapeurs-pompiers qui ont dirigé ce poste de prise en charge non loin du port. Les corps de certains terroristes neutralisés sont récupérés. Donc il s'agissait pour nous de venir quand même éprouver les forces de défense et de sécurité de la région de Ziguinchor pour un peu tester la coordination dans la gestion d'une crise de type terroriste. Le colonel Ba revient sur les moyens engagés. Les moyens engagés, il y a un escadron de gendarmerie mobile qui a été engagé pour donc sécuriser les alentours du port déjà, auquel a été adapté un peloton blindé avec 3 engins blindés que vous avez vu. Il y a aussi le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui normalement est basé au Cap Skirring et qui est un dérivé du GIGN. Et sur le plan d'eau aussi, on avait donc une vedette qui patrouillait sur le plan d'eau. Ensuite de ce qui était là. Le gouverneur de Ziguinchor parle d'un test grandeur nature dont il faut capitaliser les enseignements. C'est aussi l'occasion de tester la capacité des CRCO qui sont au niveau des régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou à coordonner les activités de lutte antiterroriste au niveau de ces régions-là, mais également leur capacité de remonter les informations vers les autorités supérieures, mais également recueillir les instructions et les ordres de ces autorités-là et les répercuter au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Pris de court, beaucoup de Ziguinchorois croient à une véritable attaque terroriste, tellement l'exercice est proche de la réalité. Étrangère met fin à la polémique du Hajj. Il appelle au calme suite aux différends entre les voyagistes privés et le délégué général au pèlerinage. Une déclaration qu'il a faite en marge du vote du projet de budget 2020 de son département, un budget arrêté à plus de 65 milliards de francs CFA. Amadouba, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Samb et Youssou Baro. Nous allons essayer d'inviter les acteurs privés à participer à toutes ces missions pour que l'on sache que la démarche du gouvernement va rester une démarche transparente, une démarche consensuelle. À la lumière des critiques, des observations, des suggestions, des recommandations qui sont faites aussi bien par la délégation que par les acteurs privés que nous avons reçus. J'ai reçu beaucoup d'acteurs privés qui ont fait des propositions qui semblent être a priori des propositions intéressantes, des propositions qui sont de nature à améliorer. Maintenant, il faut prendre tout cela, regarder les contraintes que nous avons quant à l'organisation en relation avec l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que l'on peut prendre et qui permettent de conserver la cohérence dans l'organisation du pèlerinage. Et le délégué a toute la confiance de l'État. Je voudrais aussi ça le préciser. Parce qu'il appartient à l'État de mettre en place des structures et de nommer des hommes. Il appartient aussi à l'État, sans pression aucune, de tirer les conséquences de toute situation.
C'est comme ça que fonctionne aussi un État. Et puis, Cœur Imagination se voit décerner le prestigieux prix du meilleur musée pour enfants. La fondatrice se dit ravie de cet honneur. C'était en marge de la journée mondiale de l'enfance. Aïssatou Paye, Pape Sangonebey y ont assisté. Depuis des années, Karima Grant est au service de l'enfance. Un travail qui porte ses fruits. Cœur Imagination remporte le prestigieux prix du meilleur musée pour enfants. Pour nous, c'est notre processus, notre idée de comment les enfants africains peuvent avoir une place sur la scène internationale, comment les enfants peuvent contribuer justement à un dialogue sur la citoyenneté, sur la ville, sur l'urbanisme, comment les enfants peuvent apporter leurs mots. Pour nous, c'est ça la reconnaissance. Je pense que pour nous, c'est aussi une reconnaissance sur l'idée de musée des enfants. Pour nous, on appelle ça pas un musée, mais une hub des enfants, un hub d'apprentissage, une hub des innovations. Elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Le travail continue. Elle appelle à la sensibilisation, à une plus grande implication de tous pour une meilleure prise en charge des enfants. D'abord, c'est la sensibilisation générale de ce qu'est un enfant. On n'a pas une compréhension vraiment de ce qu'est l'enfant. Tout ce qui se passe sur le cerveau de l'enfant dans les premières années, l'importance de l'environnement. On n'a pas une compréhension de les liens intimes entre l'enfant et ses parents. Je pense que pour changer les conditions des enfants, encore, on sait que dès qu'on fait ces investissements, c'est le meilleur investissement que les pays peuvent faire et c'est ça qui peut changer notre situation économique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la culture reste et demeure un levier de développement en faveur des enfants. Et puis 31 lutteurs ont bénéficié d'une formation en sérigraphie. L'Agence nationale de la maison de l'outil s'attaque à la problématique de l'emploi. Objectif, un lutteur en métier. Vous avez suivi la réaction de son directeur général, Eladji Maodo Malick Mbaye, dans le journal En Wolof. La lutte sénégalaise en perte de vitesse, pas de grosses affiches, les combats chez les espoirs se font rares. Une situation que déplorent certains lutteurs qui réclament des solutions face à cette situation. Un reportage signé Diop et Modou Diop. À l'image de ce lutteur, ils sont plusieurs centaines à s'entraîner quotidiennement dans l'espoir de trouver un combat. Amandao en fait partie. Ce jeune athlète a sa licence depuis 2012. 6 combats à son actif et 2 ans sans confrontation. mais teewul aussi ñun ñu ngi si suñu entraînement duñ ko mos a bàyyi parce que lamb moo nekk si ñun moo nekk suñu dara di ñaan yàlla may ñu combat rek ñu ñëw bëre ko. sponsor yi des na promoteurs yi tamit xam nga xaw a téye seen loxo tuuti xam nga mais loolu yëpp ñu ngi ñaan quoi mu ñëw teguwaat si yoon bi parce que boo gisee ñu bëri amuñu tey combat loolu la quoi après promoteurs yi amatuñu fond affaire yooyu noonu quoi te jàppale wuñu leen tamit mais bu ñu leen jàppale woon tuuti sponsor yi dellu soir rek lamb mën na soxaliku waat quoi. Un autre lutteur. À toutes nos excuses pour cet élément, c'est plutôt la version Wolof. Et puis en football, le tournoi UFOA Zone A, retenez qu'à la mi-temps, le Sénégal mène 2-0 face au Mali. C'est la finale de cette compétition, donc les Lionceaux bien partis pour prendre une petite revanche sur le Mali, champion d'Afrique. Et puis la première journée de la Ligue en sénégalaise. 3 matchs ont été disputés cet après-midi à Déni Biramdao. Le champion en titre s'impose 1-0 face au Giraffe de Dakar. Amadou Barry Guédiawaye plutôt tenu en échec par Mbour Petite Côte, 0 but partout. Et puis l'US Gorée qui a également été étrillé par Dakar Sacré-Cœur 3-0. La suite du programme, c'est demain donc avec CNF de Thiès Diambar, Stade de Mbour, AS Douane, AS Pikine, Ndiambour et Casasport Tenguet FC. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.